les Allemands ont mis des points d'appui. Vous voyez, ce bunker, il ne tire pas du tout vers la mer. Eh bien, c'était une grosse mitrailleuse qu'il y avait à l'intérieur et qui pouvait tirer, donc elle tirait par là en fait. Il faut savoir que là-bas où il y a le petit arbre, là-bas, juste derrière le bosquet, il y a le même bunker 630 qui tire de ce côté-là. Et aussi, dans la petite forêt, ici, il y a un 631, c'est-à-dire c'est un autre canon. C'est un canon, c'est entre le canon et la mitrailleuse qui tire du 4 cm 7, presque 5 cm de petit obus. Et lui, il tire vers le village. Et vous voyez le mur qu'il y a devant, c'est ce qu'on appelle un mur de flanquement. Eh bien, c'est pour protéger des tirs qui viennent du village. Et donc, le 630 qui est de l'autre côté, ben, le mur de flanquement est de l'autre côté. Vous voyez, il serait de ce côté-là pour pouvoir protéger les tirs du village. Et donc, il faut savoir qu'après ce bosquet là-bas, donc la liserée de forêt qui est là-bas tout au bout, il y a le même encore 630 qui tire vers nous. Et un 631, donc de l'autre côté, qui tire vers le village. Et on a deux autres bunkers 631 pour tirer vers le village. Voilà ce qu'on appelle des points d'appui pour protéger tous les gens qui étaient ici, tous les soldats qui étaient ici. Alors il faut savoir que ici il y avait à peu près 500 hommes. La construction d'un bunker, bon, on en reparlera, hein, on aura l'occasion, on pourrait me poser des questions. Donc il faut savoir que pour un bunker comme ça, il faut à peu près 4 mois pour construire un bunker comme ça. Là c'est des murs de 2 mètres. Ce bunker a été fait avec du coffrage. C'est-à-dire qu'on coupait des arbres, on récupérait des planches dans le village, on a détruit comment on appelle ça, des maisons pour avoir les charpentes, pour pouvoir faire du bois de coffrage. D'ailleurs, à Ardelot, les plus belles villas, hein, qui étaient devant la mer, il y en a eu beaucoup de détruites parce qu'on a enlevé tout ce bois, les planchers, tout ça pour faire du coffrage des bunkers. Donc voilà, là c'est des murs de 2 mètres, le toit fait 2 mètres. Et bon voilà, donc là ici c'était une grosse mitrailleuse, hein, qui était là, comment dire ça, une mitrailleuse que vous verrez tout à l'heure, on va vous en faire voir une, qui était sur une rotule, qui était une MG34 ou 42. Voilà, voilà ce qu'on peut dire un petit peu pour la construction. Donc on préparait l'implantation, savoir l'endroit où on le mettait, donc on faisait bien sûr du coffrage, du ferraillage, et puis donc on coulait le béton par au-dessus. Donc on mettait des bétonneuses très haut et on venait couler le béton dessus à l'intérieur. Donc aussi par exemple, là quand on voit un truc, par exemple il y a des bouches de surpression, des bouches d'aération, c'est-à-dire que, comment dire ça, pour bien sûr protéger de l'air, parce que les Allemands avaient une phobie, c'était du gaz. Hein, c'est eux qui ont inventé les gaz moutardes et tout en 14-18, et en 40, eh ben, ils avaient une phobie du gaz. Donc tout était protégé. Ici, c'était comme un sous-marin. Donc là, par exemple, j'aime bien parce que là, on le voit, il y avait des petites grilles, vous voyez, sur les trous. Et bien en fait, la bouche d'aération, elle est au centre, qui est à l'intérieur dans le mur. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous cassez la petite grille, vous balancez une grenade, et bien la grenade, elle redescend à vos pieds juste dans le trou du dessous. Donc voilà, c'est-à-dire qu'ils étaient malins, c'est-à-dire que vous balancez la grenade, vous attendez que ça boum à l'intérieur, ben non, ça boum là et c'est vous qui êtes mort. Donc après vous avez un créneau de tir extérieur, vous voyez, ce qu'on appelle une caponnière, avec un créneau de tir à l'intérieur. Donc là, il y a une petite plaque en béton blindée qui protégeait. Et là, on pouvait tirer avec une mitrailleuse aussi MG42, les plus petites, hein, MP40, ou alors un fusil. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Bon, je vais arrêter là. Dans les standardisations, il y avait des choses de construites, c'est-à-dire des poutres et des parpaings. Vous voyez, vous avez un petit parpaing qui est là. En fait, au lieu de mettre du coffrage, à partir de 42, Albert Speer, il crée des parpaings. Donc moi, au début, quand j'ai commencé ça, je pensais que c'était un blocos en parpaing. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on montait un parpaing qui était creux, vous voyez, comme là. Donc on mettait 1 mètre ou 2 mètres, souvent c'était 2 mètres d'épaisseur, un autre mur à l'intérieur, et on mettait du ferraillage et on coulait le béton à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, on croit que c'est du parpaing, mais non, il y a quand même 2 mètres de béton à l'intérieur. L'avantage, c'est qu'on c'était beaucoup plus rapide, parce que si on faisait ça en usine, on amenait tout sur place, on coulait le béton et on n'avait pas à enlever le bois, c'était beaucoup plus rapide. Seuls les toits étaient faits en béton, avec ferraillé et avec, comment on appelle ça, des étais. Voilà, qui étaient faits comme ça. Voilà, voilà ce qu'on peut dire. Il n'a pas été bombardé du tout. Il a été simplement explosé après la guerre, en fait. Parce que, bon, justement, il n'y a pas eu de chance, parce que c'était le premier, celui-là. Et donc, les villageois, les ferrailleurs, il n'y avait plus de matériel après la guerre. Donc, on a ferraillé le bunker. Donc, on a pris tout ce qu'il y avait dedans, tout ce qu'on a récupéré, style explosif, et on l'a fait sauter pour récupérer la plaque de blindage. Il faut savoir qu'elle faisait 3,80 m de long sur 3 mètres d'auteur, sur 20 cm d'épaisseur.
tout en acier. Ça faisait plusieurs tonnes. J'ai pas le tonnage, mais c'est très 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 lourd. Donc tout ça, on a récupéré. Les portes à l'intérieur, tout ça, ça a été récupéré pour pouvoir le ferrailler. Donc lui, il n'a pas eu de bombardement ici. Ici, ça a été tranquille. Il n'y a pas eu de combat. Il n'y a rien eu du tout. C'est le 2 juin 44 qu'il y a eu un énorme bombardement à la fois sur le site et à la fois dans le village, où il y a eu plusieurs morts dans le village. En allemand, je ne sais pas ce qu'il y a eu comme mort, comme en allemand, ils ne le disaient pas trop. Et c'était le 2 juin, c'était donc 4 jours avant le 6 juin. C'était en fait comme un leurre. On a bombardé ici pour faire croire que le débarquement allait être ici. Le site du Mont-Saint-Frieux est fermé au public et il est interdit d'y entrer sans autorisation. Ouais, bah écoute, mon staff il va venir derrière, je pense. En lisière de forêt, un blocos. Le point d'appui R631, l'un des 700 modèles de blocos qui forment le mur de l'Atlantique. Masse de béton impénétrable, conçue pour résister à tous les assauts. Chacun assure sa propre défense et celle des autres casemates. Sa défense, c'est d'abord le Tobruk, un nid de mitrailleuses lourdes armé par un seul homme. Il y accède par une entrée extérieure, indépendante de celle du blocos proprement dit. Pénétrons donc à l'intérieur. L'entrée du blocos, une seule. Protégée par des mitrailleuses lourdes, nichée dans les créneaux de tir aux ouvertures blindées de plaques d'acier. Comme celle de l'intérieur, la porte d'entrée est blindée elle aussi, munie de lourdes serrures. Elle est à double ventail permettant de sortir même en cas de comblement partiel de l'entrée par les gravats. Le lien avec l'extérieur, bien sûr, c'est le téléphone. Tous les bunkers sont reliés entre eux et aussi à un central téléphonique, lui-même protégé par un blocos spécifique. Et nous voici dans la pièce principale, la chambrée. Un espace de vie très réduit, où l'on se repose, où l'on dort. Au mur, les couchettes sont superposées par 3, suspendues par des chaînes, ce qui permet de les escamoter pour faire de la place. Une armoire pour quelques effets personnels, une table, des chaises. Les soldats passent le plus clair de leur temps à bavarder, écrire, lire, écouter la radio, dans cet espace de confinement total, sous une lumière blafarde, médiocre,
Ambiance de sous-marin. Un poêle est installé pour le chauffage et le café. L'endroit est hermétiquement clos, tout juste une trappe de secours étroite, 80 cm de haut sur 60 de large. Un ingénieux système de ventilation garantit l'aération et en même temps la défense contre une attaque par gaz. L'air frais est aspiré à l'extérieur et dépoussiéré par un filtre. 2 autres filtres à charbon actif sont utilisés en cas d'attaque par les gaz. Un ventilateur pulse l'air à l'intérieur des locaux par des bouches de soufflage à vis. À l'intérieur de la pièce, l'air est en surpression. Il est tout simplement expulsé à l'extérieur par des bouches de surpression à contrepoids qui fonctionnent comme des valves. Mais les soldats sont là pour se battre. La soute à munitions, dans une pièce à part, et le poste de tir principal, armé d'un canon et d'une mitrailleuse, jumelé sur une rotule multidirectionnelle. La fenêtre de tir est protégée par 2 blindages, un premier bouclier fixe de 6 cm d'épaisseur dans lequel est fichée la rotule, et une deuxième protection, un volet mobile de 10 cm d'épaisseur qui, manœuvré depuis l'intérieur, pour telle une guillotine, venir occulter le poste de tir. Ces blocos étaient réputés imprenables, beaucoup en effet étaient détruits qu'après-guerre. Donc voilà, est-ce que vous avez des petites questions par rapport à ça? Vous avez vu là, il parlait justement de bouche de surpression. On aspire de l'air quand il y a trop d'air à l'intérieur, donc c'est expulsé à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle une surpression. Donc je vous ai ramené une petite bouche de surpression pour voir un petit peu, qui était à contrepoids. Bon, mais celle-là, elle a bien vécu quand même, donc le contrepoids ne fonctionne pas. Par contre, on peut le mettre là comme ça, et on peut le bloquer pour justement que ça soit fermé. Parce que par exemple, s'il y avait une bombe, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'ils avaient tellement peur du gaz, c'est-à-dire que s'il y avait une bombe de gaz à l'extérieur, à la fois on avait des filtres anti-gaz, c'est-à-dire qu'on avait au départ, il y avait un filtre, ce qu'on appelle dépoussiérant, c'est-à-dire que c'est un dépoussiérant, c'est-à-dire que quand l'air elle arrive, c'est dépoussiéré. Et quand il y a une attaque de gaz, on enlève le dépoussiérant et on met un filtre spécial pour le gaz. Donc voilà, c'est le petit tuyau, il faut le relever. Voilà, comme ça ici. Tu le relèves et là ça bascule. Et là aussi vous verrez, si vous voulez regarder, il y a ce qu'on appelle les petits Waffen, c'est-à-dire que tous les Allemands ils frappaient de leur aigle avec la petite croix gammée pratiquement tout le matériel. Vous verrez que même sur les bouches de surpression, il y a le petit Waffen qui est là. Donc là, comment on appelle ça, les boulons, tout est d'origine. Hein, maintenant, on n'en trouve plus dans les blocos, tout a été récupéré. Donc voilà ce qu'on peut un petit peu dire par rapport à ça. Est-ce qu'il y avait encore des autres questions? L'issue de secours, hein, on vous a parlé de l'issue de secours. Ça, je vous en ferai voir à l'intérieur. Je vous expliquerai le fonctionnement de l'issue de secours à l'intérieur. Des dalles de béton. Hein, on a du mal à les voir un petit peu, mais en fait il y a 3 grandes dalles de béton. Et la petite anecdote, c'est que cette dalle de béton, elle recevait un énorme groupe électrogène qui a été pris, qui a été confisqué à la brasserie de Neufchâtel qui avait à Neufchâtel en haut près de chez Vaudreuil, pour ceux qui connaissent. Et donc les Allemands ont récupéré ce groupe électrogène pour pouvoir faire de l'électricité, bien sûr, pour tout le monde ici. Et donc l'anecdote, c'est que moi, mon papa, il avait 10 ans, et il travaillait un peu pour les Allemands pour être nourri en fait, parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Donc il venait ici, donc le travail, il faisait plusieurs petites tâches, dont là, Rommel devait arriver, donc c'était soit en décembre, mais je pense que c'est en février, la deuxième fois qu'il est venu. Il est venu en février 42, et donc il est venu, donc c'était branle-bas de combat, hein, pour ceux qui ont fait l'armée, ils savent quand il y a un colonel qui arrive ou un machin, il faut tout nettoyer, machin, c'était branle-bas de combat. Et donc Rommel donc était prévu à telle heure, et il arrive un petit peu avant. Et mon papa, c'était une sorte de grand cabanon, hein, avec ce groupe électrogène à l'intérieur. Et mon père, il me disait, il y avait plus des petites bonbonnes d'huile, il les remplissait et tout. Et là, mon papa, il est en train de balayer pour bien préparer. Et là, hop, la grande limousine qui arrive avec Rommel, avec ses grands cols, mon père me disait, avec ses grands cols rouges. Et Rommel arrive et il descend. Et là, Thio, il était là, il ne devait pas être là. Donc du coup, ils l'ont mis. Quand il est rentré, la porte s'est ouverte. Ils l'ont mis un peu derrière la porte. Et l'Allemand est resté à côté de lui. Et quand Rommel il est rentré, donc bien sûr, il était accueilli
Donc, il était accueilli par des officiers et il commence à faire le tour. Il commence à faire le tour de, comment dire ça, il commence à faire le tour du groupe, fameux groupe électrogène. Et là, donc Rommel, il fait le tour et là, il tombe. Vous voyez, Rommel, c'était quand même pas n'importe qui pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, à la fois, il était ici et à la fois, ben, il a scotché un peu sur le gamin qui était mon papa, et en regardant, en se demandant bah, qu'est-ce qu'il fout là, le tchou. Donc, alors mon père, il me dit, il m'a pas parlé, hein, mais il m'a regardé, l'air étonné d'avoir le gamin qui était là. Donc je voulais le raconter parce que c'est la petite anecdote du lieu qui était là en 42. Voilà. Donc on va continuer notre vie. Elles sont un peu plus curieuses que... Une petite peau comme ça pour mettre mes petits. Elles ont pas le par un petit peu de vache. Ça, c'est à côté d'elles. C'est une petite construction qu'on appelle un abri tôle métro. C'est-à-dire que sur les plans que nous avons cette petite construction qu'on ne savait pas du tout où elle était. Et sur le plan, on avait vraiment l'impression que c'était à l'endroit où on a regardé la vidéo, vous voyez, un petit peu dans le terrain. Donc à un moment donné, on s'est dit, tiens, parce que nous on venait ici pour nettoyer un peu les blocos, on a vidé du sable, on a fait plusieurs choses par rapport à ça ici. Et donc avec bien sûr Eden 62 en partenariat pour pouvoir justement faire les visites. Et donc on avait décidé d'essayer de trouver cette petite construction. Et puis une fois, on a cherché, puis on a eu la chance de voir un tout petit morceau de brique. Et on a trouvé cette petite construction. Donc on a mis quand même plusieurs jours, elle était complètement enfouie dans le sable, on a tout sorti, et donc on tenait un petit peu à vous la faire voir. Donc vous allez me suivre et je vais vous expliquer un petit peu à quoi elle servait là-bas en haut. Merci à vous. Il va ressortir d'où? On va ressortir d'où? On va repartir d'où tu viens. De l'autre côté de la... Non, t'inquiète. Est-ce qu'on va ressortir de là-haut? Non, c'est pas un tunnel, hein. C'est juste une petite pièce, il y a une petite pièce derrière, c'est tout. Donc c'est pas un tunnel. Et donc ça servait à quoi, ça, pour moi? En fait, je vais l'expliquer en même temps. Ouais. C'est quoi ça? Tout le monde est là. En fait, donc voilà, la petite construction, c'est ce qu'on appelle un abri tôle métro. Hein, parce qu'à l'intérieur, vous voyez, c'est les tôles un peu comme ça, comme un peu dans les métros. Donc il y a une partie en béton qui est sur les côtés. Et après, donc il y a cette tôle métro. Là, ils ont mis bien sûr un mur en briques. Donc là, nous, quand on l'a trouvé, on a juste vu ce petit coin de briques là, vous voyez. Et donc en fait c'était rempli de ronces. Et donc on a commencé à casser et là on a trouvé ce petit abri. Et en fait donc il était quand même aux 3/4 rempli de sable. Donc nous on a tout mis, hein, vous voyez tout le sable là, toute la route en descendant à la brouette, on a tout descendu. On a mis ça 2 samedis. Et à l'intérieur on a trouvé plusieurs choses. On a trouvé des petits objets, on a trouvé tout ce qu'il y avait en rapport avec le gaz. C'est-à-dire on a trouvé des pastilles de masque à gaz, on a trouvé des filtres de masque à gaz, on a trouvé une quinzaine, hein, donc en étant un peu moyen quand même. On a trouvé plusieurs choses par rapport au gaz. Notamment on a trouvé une sorte de bouteille WC, une sorte de bouteille en grès marron, là, style schnapps. Et donc il y avait un bouchon dessus et il y avait des étiquettes. On en a trouvé 2-3 qui étaient cassées, d'ailleurs il doit en avoir un petit morceau encore là, quelque part. Ben là vous voyez. Ce genre de bouteille. Donc on a retrouvé beaucoup de morceaux de cette bouteille. Ces bouteilles, d'ailleurs il y a encore un morceau juste à côté. Et donc notamment j'en ai trouvé une entière. Et il y avait encore toute l'étiquette. Et je l'ai ramené, je l'avais mis dans mon pick-up hein, qui est là. Et aussi on a trouvé aussi des petites comment on appelle ça?
des sortes de petites ampoules, vous savez, comme les ampoules qu'on casse et qu'on met du produit là, pour médicaments. Vous voyez, on casse les deux côtés. Un peu le même principe. Et là, du coup, il y avait du liquide encore à l'intérieur. On a eu de la chance parce que nous, on y allait à la pelle, qu'on ne l'a pas cassé. Du coup, on a ramené tout ça. Déjà, quand moi je suis rentré dans mon pick-up après l'avoir mis dedans, là, il y avait une sorte de gaz de lacrymogène là-dedans, énorme. Et donc là, je sais pas, waouh. Et donc, en fait, la bouteille, elle coulait un peu. Et donc, c'était du lacrymogène qu'il y avait dedans. Donc, tout ça pour dire qu'on pense, avec tout ce qu'on a trouvé à l'intérieur, que c'était un endroit pour stocker le gaz. Tout ce qui est par rapport au gaz, masque à gaz, défense de gaz et tout ça. Je pense que c'était le petit entrepôt pour ça. Donc il devait avoir un garde dedans qui devait dormir à la fois à l'intérieur, soit devant, soit derrière. Derrière, il faut savoir qu'il y a une petite cheminée, on a retrouvé dans une sorte de petite cheminée, il y avait du charbon, tout ça, donc il devait vivre dedans, comme un garde pour l'armurerie qui dort directement dans l'armurerie. Et donc on a trouvé ces fameuses petites ampoules avec du liquide encore à l'intérieur. Donc moi je les ai mis, c'était un peu sale et tout. Le soir, je travaillais moi le soir, hein, donc je les mets à la maison, je les lave, je les passe au robinet et tout, puis je les pose sur un petit buffet. Et j'ai un de mes potes qui était là dans l'après-midi, lui il va sur internet et puis il m'appelle, moi j'étais à mon boulot, il me dit « Oh putain fais gaffe, c'est du gaz moutarde qu'il y a dedans !» Oh putain, je me dis « Oh là là !» Je dis « C'est pas bon parce que moi je l'avais posé sur un truc, sur un arbre, et j'ai des chats moi. » Et je dis « Si le chat il casse l'ampoule, je rentre, moi je suis mort. » Et pour finir c'était pas ça, on a fait plus de recherches, mais alors le soir quand je rentrais, croyez-moi que je suis rentré, tout ça, j'étais comme chaud. Et puis, bon, les ampoules étaient toujours là. En fait, c'était pas du gaz moutarde, mais c'était une sorte de gaz lacrymogène qu'il y avait dedans. En fait, il y avait une mèche à l'intérieur. Il y avait une mèche qui, donc, en 14-18, ils s'en servaient pour les tranchées. C'est-à-dire que les Allemands, à la fois, avaient du gaz moutarde, là, pour tuer les soldats anglais et français. Et ils avaient ces petites fioles. Ces petites fioles, ils allumaient comme un pétard et ils balançaient dans la tranchée. Quand ça éclatait, eh bien, ça faisait du lacrymogène, ce qui fait que les Français ou Anglais, ça leur piquait aux yeux, et quand eux, ils balançaient le truc moutarde, ils ne pouvaient plus mettre le masque à gaz. Donc c'était ce genre de fiole que nous, on a retrouvé là. Et donc, aussi dans la fameuse bouteille, hein, qui est entière, que j'ai toujours, mais que j'ai mis dans un récipient hermétique maintenant, eh bien c'était du lacrymogène qu'il y avait dedans. Donc tout ça pour vous dire que à cet endroit, c'était un lieu de stockage qui a un rapport, parce qu'on n'a pas de détails, qui avait un rapport avec tout ce qui était gaz, masque à gaz et tout. On a retrouvé, je vous dis, beaucoup de cartouches de masque à gaz, les filtres de trucs, on a retrouvé une épave de masque à gaz, enfin voilà un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est dangereux. Et en fait, bizarrement, j'ai regardé un film la fois dernière ou un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale, et il y avait à peu près la même bouteille. Alors je ne dis pas que c'est la même marque, parce que là c'est marqué Strasbourg, c'est marqué Toulouse, c'est marqué Brasserie Malterie, et donc c'est marqué Strasbourg en grand ici, c'est marqué la Strasbourg Toulouse. Donc bon, on ne sait pas bien d'où ça vient, et là ce qui est bien, c'est que ça avait daté 1936. Et donc, moi je vais retrouver les morceaux là-dedans, et... ok, tout le monde est là? Allô? Moi, je vais peut-être pas faire le micro. Hein. Vous m'entendez? De toute façon, je parle fort, moi. Bien joué, Cathy. Parce que je veux pas dire de bêtises sur les numéros, parce que j'ai pas de mémoire. Et, alors? Ben, bien sûr. Donc ici, nous sommes devant un... comme on disait tout à l'heure, on parlait de Regelbo. Regelbo veut dire standard. On est donc devant un R646, sauf qu'il a été, je vais profiter d'ailleurs de cet endroit pour vous dire, comment, il y a des constructions comme ce R646 qui a été modifié. À partir du moment qu'il a été modifié, on appelle ça, les Allemands appellent ça Sonderkonstruktion.
Construction. Hein. Donc Sonderkonstruktion, construction spéciale. D'ailleurs, toutes les batteries que je vous ai dit ce matin, batterie Todd, Lindemann, Oldenburg, tous ces trucs-là, c'est des Sonderkonstruktion. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul modèle, une construction spéciale qu'on a fait pour cet endroit. Ici, donc, on est sur un modèle standard d'un abri eau, on peut appeler ça, hein, un abri eau, réservoir d'eau, voilà. Sauf qu'ici, il a été modifié. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'ici, c'était un endroit où, qui était autonome, c'est-à-dire qu'ils avaient tout. Et bien là, on a été chercher de l'eau. Et donc, on a créé un abri puits. C'est-à-dire que là, on a fait un puits qui a 50 mètres de profondeur. Vous voyez, 50 mètres, c'est très profond. On est dans la nappe phréatique. Et donc, ils ont été chercher de l'eau pour pouvoir remonter pour à la fois les chevaux qu'il y avait ici, pour pouvoir alimenter pour les hommes, hein, se laver, manger et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, ici, on est sur un modèle. Moi, j'ai fait beaucoup de blocos, vous imaginez bien. Et bien, en fait, c'est le seul endroit abri-puits que j'ai vu sur toute la partie que j'ai fait. Voilà. Donc, on va y aller par petits groupes. On est une petite trentaine, on va essayer de faire combien qu'on faisait la fois dernière. On a fait combien de groupes 10. On va faire des petits groupes de 10. Les enfants, je vous demande d'être attention parce qu'il y a des trous, c'est profond, si on tombe dedans, ben c'est fini. Hein. Et les lunettes de soleil aussi. Et les lunettes de soleil, parce qu'il y a une petite nénette, une fois qu'il a perdu, des Hugo Boss que maman venait d'acheter 8 jours avant. Laissez vos sacs de nourriture pour ceux qui n'en ont pas. Il y a encore des soldats. Il est pas au courant que c'est fini celui-là. Voilà, on a la force. Alors là, On va bronzer, nous. oui, justement, il faut venir faire le tour. Faites le tour, ouais, encore, avancer. Ok. Là, il y a encore quelqu'un derrière? Non, C'est bon, c'est le gardien. Donc, ici, comme je disais juste à l'entrée, vous êtes devant un Regelbo, ce qui veut dire standard R646, ce qui veut dire que dans un standard normal, vous avez une cuve, comme vous voyez ici, il y a une cuve, et il y a une cuve ici derrière, normalement. Et là, il n'y a pas, justement, la modifier pour en faire un construction spéciale, avec ce fameux puits qui est ici, un trou de puits qui fait 50 mètres de profondeur pour pouvoir pomper, donc jusqu'à la nappe phréatique. Donc ici, quand je vais enlever le truc, il y a des petits points de fixation, vous voyez, il y en a là, il y en a un ici, il y en a là. Ici, donc, on fixait un moteur. Ici, derrière, il y avait le compteur pour pouvoir faire fonctionner le truc. Donc ici, on pompait l'eau et on venait remplir la cuve qui est derrière moi. Donc ici, c'est le trop-plein. Quand la cuve, elle arrive, c'est trop-plein, ça tombe dans le petit bac qui retombe dans le tuyau, qui repart. Donc, au-dessus, vous voyez qu'on voit déjà l'épaisseur du plafond qui fait 2 mètres. Et comment dire ça? Et au-dessus, il y a le même système, c'est-à-dire qu'il y avait aussi un autre moteur, une autre pompe qui pouvait bien sûr pomper à l'intérieur et pouvoir emmener l'eau à 2 autres endroits, dont un autre 646 qui lui reste standard, c'est-à-dire avec 2 cuves, une cuve ici et une cuve derrière. Donc on remplissait l'eau et que les soldats, parce que c'est un autre endroit, pouvaient se servir d'eau au quotidien. Et la dernière chose que vous verrez aussi de la visite, c'est-à-dire tout au bout de là-bas, tout en haut, près du radar, il y a une grande cuve en béton où il y a à peu près 2 cuves ici, comme la pièce ici, 2 fois, où justement on voit, il y avait une sorte de petite tranchée qui est un peu rebouchée aujourd'hui, mais on voit qui est juste dans la lignée d'ici. Donc il y avait un tuyau, une pompe là d'en haut, pour pouvoir remplir ces cuves qui servaient bien sûr à différents points du site. Donc là, je vais vous faire voir le trou qui fait donc 50 mètres de profondeur. Donc attention que les lunettes ne peuvent rien faire tomber dedans. Donc là, voilà, regardez un petit peu, on voit que ça brille un petit peu dans le fond. Donc il y a à peu près 50 mètres de profondeur. Et là, quand vous voyez l'eau, ça tourne encore et c'est encore un peu plus profond. Donc,
Donc voilà, faire attention, hein, les lunettes et tout, parce que bon, derrière, il y a des belles Ray-Ban. D'ailleurs, la lumière qu'on voit, c'est les Ray-Ban des petits jeunes il y a 3 ans. Ouais, il était vénère, ça a pris une seconde, mais c'était sa grand-mère qui avait payé 8 jours avant. Il était chaud, il avait, là je crois, il les avait là, il se penche, la lunette dedans. Bon, cela dit, moi, c'est m'arrivé aussi, hein, j'avais Hugo Boss, superbe lunettes et tout, c'était à la crèche. Pareil, mon fils, j'étais avec mon gamin, le gamin il fait « Oh regarde papa, je me penche plus ». C'est un blocos et donc c'est tombé au-dessus dans un blocos et c'est dans un trou là, de machin. Vous voyez les petits tissus de secours qui est derrière, donc en sachant, voilà, en sachant que vous voyez, il y a un petit mur en brique. Et derrière le mur en brique, il y a une sorte de cheminée arrondie ou rectangulaire, ça dépend des modèles. Et donc il y a des échelons comme ça à l'extérieur. À l'intérieur, sauf qu'on l'a rempli de gravier, vous savez, les petits graviers comme il y a sur les plages, ou un peu comme on fait du béton, là, des petits graviers ronds, mélangés avec du sable. Donc on a tout rempli ça à l'intérieur, et au-dessus, ben, on met une couche de terre, ce qui fait que quand vous êtes en haut, ben, vous voyez la terre, le bord du blocos, mais vous ne voyez pas du tout qu'il y a une cheminée qui est là en dessous. Par contre, comme les blocos ont une seule entrée, comme vous voyez là, ici, et ben si par exemple eux ils étaient bloqués dedans, normalement ils ont une porte, hein, ils ont une porte ici, une double porte à l'intérieur, qui pouvait s'enfermer. Mais les Canadiens ou les Américains, ils disent bon c'est rien, on va les bloquer dedans, on fait exploser la grenade de le machin, ou on bouche l'entrée et eux ils sont bloqués dedans. Du coup ben eux ils attendent que ça se passe, ils se disent bon un jour ou deux ils sont plus là, et ils ouvrent la porte parce qu'il y avait une porte ici, vous en verrez une. Que nous par exemple notre blocos qu'on avait à l'entrée là, qu'on ne peut plus aller aujourd'hui, et bien quand nous on avait fait une journée du patrimoine, on a complètement réhabilité avec les lits, les machins, tout ça. Bon, bah, on avait dit à 1 heure, hein. Rappelez-moi, j'ai dit 1 heure qu'on mange. Entre midi et demi. T'as dit entre midi et demi et 1 heure, et entre midi et 1 heure. Et donc là, j'ai dit tout à l'heure, comme les gens n'arrêtent pas de parler. Non, pas ça. Il va y avoir les remplis, hein. Ah ouais, ça c'est un petit moustique. Oui, bah, on va dire c'est un morceau de dessus, mais là il reste des plus méchants. Et je te le mets là, tu peux le prendre si tu veux. Ok, restez là pour l'instant. Humide. Ça glisse. C'est glisse. Attendez, hein. Oui. Non, mais eux ils sont avec moi, donc c'est normal. Ok, alors, tac, 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 tac. Ok. Tout le monde est là? Tout le monde est là. Parce qu'on se dépêche, il reste un quart d'heure avant de manger. Non, il reste 10 minutes. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Avant, j'en avais qu'une qui voulait manger, maintenant il y en a deux. J'ai pas de chance. Ok, donc là, vous êtes devant un R668. C'est un abri pour troupes, c'est juste un abri pour dormir et se protéger. Parce qu'il faut savoir aussi, quand je parle qu'il y a 500 soldats, il faut savoir qu'il y a aussi des baraquements qui ont été construits en bois. Hein, comme la peau où il y avait le groupe électrogène. Il faut savoir que dans la propriété qui a à côté chez Reynard, il y a un cinéma aussi. Donc vous avez une grande dalle de béton et qui avait encore les petites plaques pour construire le baraquement. Quand j'ai dit, vous voyez, il y avait un cinéma aussi chez Reynard, aussi il y a un endroit pour fumer les saucisses. Donc ils avaient un fumoir parce que les Allemands mangeaient beaucoup de saucisses quand même. C'est pas une légende. Donc il y avait vraiment, tout était autonome. Donc ici c'était pour protéger les soldats. Donc comment dire ça? Alors tout à l'heure on m'a posé la question, vous voyez, juste dans le... Je vais poser ça. Donc là vous voyez, on a le parpaing. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a un parpaing d'un côté, ici c'est des murs de 2 mètres. Donc il y a à 2 mètres à l'intérieur. Alors aussi on peut voir à l'intérieur des numéros. Vous voyez, il y a des numéros ici sur le parpaing. Ici on a un 18, là on dirait
un 5, ouais, ou un 10. Bon voilà, à quoi ça correspond? Alors on ne sait pas bien à quoi ça correspond. Mon collègue a fait quelques recherches. Apparemment ça pourrait être un code que chaque ouvrier qui fait les parpaings, il met son 5 à chaque fois qu'il y a un truc pour reconnaître celui qui a fait le parpaing, si le parpaing il n'était pas en bonne qualité. Bon, apparemment, ça peut être ça. Revenons au comment on appelle ça, au R668. Alors ce que vous voyez aussi sur le côté, c'est ce qu'on appelle un Tobruk. Un Tobruk, c'est une sorte de comment on appelle ça, une sorte de tourelle qui est faite en béton. D'ailleurs, sur les plages, souvent, on voit les plus petites constructions, un petit cube qui avait un rond avec des petits escaliers, ils sont de travers. C'est ce qu'on appelle un Tobruk. Le nom scientifique est un ring stand. Un ring stand, et donc ça s'appelle un Tobruk. La légende dit que, pourquoi on l'appelle Tobruk? Parce qu'il y avait Rommel, encore lui, qui était justement à Tobruk dans le désert, et quand il était contre Montgomery par les Anglais, à un moment donné avec ses chars, il s'est retrouvé en panne d'essence. Donc ils ont eu l'idée d'enterrer le char et laisser passer que la tourelle. Ce qui fait que quand ils ont construit le mur de l'Atlantique, ils ont eu cette idée, tiens, l'idée de la tourelle, juste la tourelle qui dépasse, on pourrait peut-être la faire en béton. Et donc ils l'ont fait à la fois dans donc sur les plages ou dans des petits endroits retirés. On construit ce petite chose, c'est la plus petite construction en béton. Et à un moment donné, par exemple le R668 que vous avez, normalement il arrête ici. Voilà. Et là on a rajouté à plein de constructions, comme le 630 tout à l'heure. Et ainsi là, à chaque construction, on a rajouté ce fameux Tobruk, une petite tourelle qui est justement avec un petit rail, avec la mitrailleuse que vous avez vue tout à l'heure, quand on venait fixer dessus, on pouvait tourner à 360 degrés pour pouvoir défendre. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu l'histoire du Tobruk. Donc aussi vous voyez la couleur qui est jaune à l'intérieur, et à l'intérieur du bunker, c'est tout blanc. Alors, pour quelle raison, à votre avis? Bon, comme j'ai pas le temps, je vais vous le dire. Ton micro, on n'entend rien. Vous entendez rien? Bah non, c'est... Bah quoi? Bah tourne ta caisse, ta boîte à son. Eh ben, allez de votre côté. Vous voulez Bah, pas là? poser contre Ah, lui. elle est Vas-y. là. Ah, voilà. Ah, d'accord. Bah, moi, j'entendais bien, moi, ce que je disais. Bon, donc, je sais plus ce que je disais. Mais on a compris. Alors, pourquoi c'était en blanc? Donc, en blanc, c'était parce que, justement, comme c'est très sombre à l'intérieur, donc, dès qu'il y avait de la lumière, ça réfléchissait tout le blanc, et donc, ça donnait une meilleure clarté. Par contre, si vous voyez que tout est en jaune, couleur sable, et bien justement parce qu'ici il faut savoir qu'il n'y avait pas trop d'arbres, c'était dunaire. Et donc ici, la nature a repris son droit, il y a plein d'arbres, mais à l'époque c'était presque de la dune. Et donc vu d'en haut, et ben on peignait tout en couleur sable pour faire justement une sorte de camouflage naturel. En sachant qu'il y avait des petits crochets tout en haut, et là vous voyez je suis en une cuvette. Et donc on venait tendre du haut du plafond du bunker, jusque vous êtes installés, on tendait des filets de camouflage qui fait que d'en haut, eh ben, on ne voyait rien du tout et eux ils pouvaient vivre à l'intérieur, en dessous, en étant discrètement protégés. Voilà, voilà ce qu'on peut dire. S'il y a quelqu'un qui veut venir à l'intérieur regarder, eh bien je vais aller à l'intérieur à faire quelques petites explications. On essaye, on peut aller en groupe de 10-12 à l'intérieur. Fais la marche. Fais la marche là. Il y avait d'ailleurs, j'avais laissé justement dans celui-ci, il y avait un manche de voilà, un morceau, et je le mettais ici pour le faire voir, mais bon, ça disparaît. Donc voilà, c'est le modèle, le bon modèle de peigne allemand, mais sans sachant qu'il est plus long, comme ça, il est long, c'est un morceau. Mais le côté ricain, c'est à peu près les mêmes, c'était les mêmes choses à peu près. Bon, on va laisser le spéologue, l'archéologue faire son petit truc. Et donc du coup, là, ici, il y avait 6 personnes, 6 soldats qui dormaient. Hein, vous voyez, il y en avait 3 ici, 3 là-bas. Hein, donc voilà. Et aussi, c'est excavotable, comme on avait dit dans la vidéo. C'est-à-dire que là, on pouvait décrocher les lits pour faire plus de place. Donc là aussi, dans le petit tube que mon collègue est en train de voir, c'est de l'autre côté le Tobruk. Donc en sachant qu'ici, il y avait un cône qui était quelquefois en cuivre. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus rien, donc c'était vissé. Et donc on pouvait parler dedans. Et donc ils pouvaient communiquer avec le Tobruk, la tourelle qui est derrière. Il y a la même chose de l'autre côté. Et on pouvait discuter jusque dans le tube pour parler entre eux. Donc là, voilà. Bon, voilà. Donc du coup, je vais filer de l'autre côté. Vous voyez les petits tubes qui sont ici.
c'était pour faire tenir un tube qui est de filtration. C'est-à-dire qu'il y avait un tube où l'air frais, une fois qu'il est filtré, sortait par ici. Et donc c'était soudé à ces tubes, à ces tuyaux, pardon, à ces tiges ici en C-fer pour pouvoir faire tenir le tuyau d'aération de l'air purifié. Je passe de l'autre côté. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, tac, 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 je vais là dans le fond. Donc vous voyez, bah, toutes les plaques de fibro que je vous disais, bah, ils sont là. Vous voyez? Bon, fibrociment. Donc ici, on arrive ici à l'endroit. Donc ici, il faut savoir qu'il y avait la moitié de sable aussi. Pareil, on a tout sorti le sable. Donc là, on n'a pas trouvé grand-chose. Je ne sais plus ce qu'on a trouvé. On n'a pas trouvé grand-chose. Par contre, il y a encore le socle du feu. C'est des feux particuliers. Il faut savoir que c'est des feux de blocos. C'est un feu de blocos. Ce n'est pas un feu qu'on a à la maison, qu'on a venu mettre là-dedans. Chaque blocos a son poêle particulier. Il y a 3 modèles. Fred, il y a bien 3 modèles. 3 modèles, ouais. 3 modèles différents. Parce que mon collègue, justement, il a les 3 modèles. C'est un spécialiste et collectionneur de tout ce qui est bunker. Donc là, ici, vous avez l'arrivée de cheminée. Alors, ici, vous avez une plaque ronde qui était pour, comment on appelle ça? Pour ramoner un petit peu la cheminée. Il faut savoir que ce qu'on appelle, c'est un tuyau en Y, un conduit de cheminée en Y. Ce qui veut dire que si on balance une grenade en haut, jamais elle va tomber dans le feu, elle tombera à l'intérieur. Il y a un endroit pour expulser la grenade qui va être dans la cheminée à côté. Vous voyez là, l'histoire, là, elle est ouverte, à l'issue de secours, on voit le jour derrière. Et elle tombe dans une cheminée à l'extérieur très bas. Ça veut dire que ça va exploser à l'extérieur, il n'y aura rien à l'intérieur. Et donc là, c'est le conduit cheminée qui arrivait ici, hop, il tournait et il venait se mettre dans le poêle qui est là. On voit d'ailleurs les petites plaques qui sont encore là, qui étaient à cet endroit-là. Ici, vous avez la plaque on ne trouve plus malheureusement. C'est des plaques qui sont assez recherchées où il y a le fonctionnement du poêle. C'est-à-dire c'est une sorte de petit bakélite. Vous voyez, on voit que c'était un peu plastifié. Une sorte de bakélite, pas bakélite, pardon. Une sorte d'isorel, vous voyez, de l'isorel un petit peu cartonné là. Donc c'est une petite plaquette comme ça avec toutes les instructions en allemand pour pouvoir faire fonctionner le feu. De l'autre côté, vous avez le système de filtration. Donc ici, vous avez une sorte de petite étagère où les filtres étaient posés. Donc ici, vous avez l'arrivée. Il y avait directement branché dessus ce qu'on appelle un filtre dépoussiérant, un premier filtre dépoussiérant actif qui arrive avec un tuyau ici. Et là, on tournait avec une manivelle. On tournait avec la manivelle et on faisait marcher la soufflerie pour pouvoir aspirer l'air extérieur, le filtrer, pour pouvoir le passer dans le tube que je vous disais, pour avoir un air sain. De l'autre côté, ici, vous avez... Alors là, par exemple, l'endroit là-bas, c'était la bouche de surpression. Hein, comme je disais tout à l'heure, qu'il y avait trop de surpression, ça ressortait de l'autre côté. Et en sachant aussi que, comme je disais tout à l'heure, s'il y avait une grenade ou une bombe qui explosait, la bouche de surpression se refermait automatiquement pour laisser rien rentrer dans le bunker. Et là, le grosse tige ronde qu'il y a ici, ça servait pour mettre le filtre pour le gaz. Donc il ne servait jamais. On en verra dans un endroit des restants de filtres, vous en verrez un sur place. Donc là c'était l'endroit pour le stocker. Voilà. Des questions? Il est complètement, c'est-à-dire c'est le même, il est inversé. C'est-à-dire que quand vous avez le Tobruk qui est sur votre droite, là il est sur votre gauche, et la pièce intérieure elle est complètement inversée. Et aussi la petite particularité, pour ceux qui aiment bien au niveau photo, il y a comment dire ça, les soldats qui étaient là quand ils étaient dans le ciment frais, ils ont gravé la date et quelques petits trucs, on n'arrive pas à bien lire le nom du soldat, mais ils ont gravé la date dans le béton. Donc ça c'est une petite photo intéressante. Et aussi, il y a donc 1944 et le 44, il est fait un peu comme un signe SS. Donc vous regarderez. Donc pour ceux qui aiment la photo, ils pourront prendre en photo et puis on peut aller voir à l'intérieur. Allez. Non, pas à 3, à 4. Une contre 8. Le jour, c'est 44. 6, c'est un 6. À 6. 8. Donc voilà, c'est ici, la date ici, et là c'est là que ça ressemble un peu à un sigle un peu bizarre, avec le nom du bonhomme, du soldat, on pense, ou alors peut-être le nom du film, mais on a du mal à voir. Hein, oui. Là ici 44, et là aussi 1944 avec des signes un peu... J'ai pas le